En Occident, avant, c'était nouveau. Maintenant, disons que c'est assez commun, là. Mais est-ce que vous connaissez vraiment leur histoire? D'où ils viennent? Qui les a inventés? Puis comment ils ont réussi à conquérir le monde? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, merci à Jérémy de la chaîne Histo Culino Curieux. Aussi, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille fortement le livre de Eric C. Rath, mais aussi de Trevor Carson, des lectures fondamentales pour comprendre l'histoire du sushi. Donc aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, vous l'avez compris, là, on va s'attaquer à un pilier de la gastronomie japonaise. Et j'ai nommé le... Exact. Avant de parler de sushi, il faut rappeler un peu comment fonctionne le Japon. Le pays du soleil levant est un archipel où on retrouve deux denrées importantes, le riz et le poisson. Eh oui. Le riz est cultivé depuis plus de 2000 ans, mais à l'époque, il est surtout réservé aux guerriers et à la noblesse. D'ailleurs, les paysans paient leurs impôts aux guerriers avec cette céréale-là. C'est vous dire son importance. On peut noter d'ailleurs que dans le kanji impôt, le kanji étant une des formes d'écriture japonaise, ça là, on y trouve le composant désignant les céréales ou l'épi. Pendant ce temps, les paysans mangent du millet ou de l'orge, des céréales plus faciles à cultiver. Il faut attendre l'ère d'Edo, c'est-à-dire à partir des années 1600, pour que la riziculture s'améliore et que les récoltes de riz soient plus abondantes. De ce fait, tout le monde peut en manger. Pour ce qui est du poisson, là, comme on est sur une île, disons que la pêche est une activité essentielle, là, principale. Ouais. Et n'y pensez pas, non, le saumon, il n'y en a pas, du moins pas tout de suite, on va y revenir plus tard. Les poissons les plus pêchés à cette époque-là sont le buri, les anguilles d'eau douce, la bonite, la dorade, le maquereau ou encore le thon. N'oublions pas non plus que le Japon, depuis le 12e siècle, chasse la baleine et le dauphin. Il est important de noter qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a faim et que 45% de la viande, on va le mettre entre guillemets, qui est consommée dans ce pays-là est issue de ces mammifères marins. Bon, revenons à nos moutons, excusez, à nos poissons. Comme chacun le sait, le gros souci avec cet animal rempli d'écailles est sa conservation. Ouais. Allons de l'autre côté, là, du côté des Chinois, parce que eux, ils ont eu une super bonne idée. Pour augmenter son temps de conservation, les Chinois salaient le poisson. Bon, là, OK, je sais, c'est pas les premiers à avoir pensé que le sel pouvait permettre de conserver les aliments, mais là, ici, ils mettaient le poisson entre des couches de riz fermenté. Ha! On arrive à nos sushis. L'acide lactique du poisson fermenté permet de conserver le poisson pendant plusieurs mois. Et quand on veut le manger, on jette le riz, puis on se régale avec le poisson. Ouais, vous avez bien compris, là, on jette le riz. Cette céréale qui, plus tard, va être réservée aux riches. Les Japonais vont particulièrement aimer l'idée de leurs voisins, et donc ils vont faire de même pour cette idée de conservation. Il va falloir attendre le 7e siècle pour que les Japonais ne jettent plus le riz et qu'ils se décident à le manger. Ouais, ça a pris un bout de temps, mais bon, on y est arrivé. Pendant des siècles, le poisson est conservé de cette façon-là. Bon, OK, là, je fais un petit bond dans le temps, puis j'arrive directement au 15e siècle, où la méthode de la conservation va évoluer. Afin d'améliorer le processus de fermentation du riz, les habitants d'Edo, ancien nom de Tokyo, là, ont donc l'idée plus que géniale d'ajouter du vinaigre de riz au riz. Je vous le dis, on avance vers le sushi que l'on connaît aujourd'hui, et même grandement, parce qu'on va maintenant parler de Hanaya Yohei, le père des sushis. Mais pas le père, là, mais vous avez compris, là, un de ceux qui a permis son invention, ou plutôt sa formalisation. Ce dernier est chef cuisinier japonais né en 1799 et mort en 1858. Il arrive à Edo en 1818 et souhaite servir du riz et du poisson sans avoir à utiliser un long temps de préparation. En gros, il veut faire du fast-food. Les frères McDonald, vous l'aurez compris, là, n'ont rien inventé. Il a inventé l'Edomae Zushi. Bon, on va faire un peu de traduction là, pour qu'on comprenne. Edomae veut dire devant Edo et sushi ou zushi veut dire aigre, longue vie, qui rappelle, non sans mal, la façon de conserver le poisson. Donc, les Edomae Sushi sont des poissons conservés dans du riz vendu devant Edo. Pour information, il existait aussi des Edomae Tempura, des Edomae Soba ou encore des Edomae Unagi.
Au tout début, Anaya Yohei utilise le poisson conservé avec l'ancienne méthode et il prépare de petites boulettes de riz vinaigrées. Les préparations de Yohei ont du succès, de par leur goût bien sûr, mais aussi par la rapidité de préparation. Les travailleurs d'Edo peuvent commander leurs sushis et les manger rapidement sur le pouce. Une belle innovation. Mais c'est en 1824 qu'il fait évoluer son plat en nigiri sushi. Ce dernier, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, là, du poisson frais posé sur une boule de riz pressée à la main. D'ailleurs, nigiri veut dire pressé à la main. Le sushi moderne est enfin né. Un beau bébé d'environ 40 grammes. Continuons avec son créateur. Il a commencé avec une boîte qui portait sur son dos, puis un petit stand nommé Yatari, pour finir par avoir son propre restaurant. Ce dernier, qui se nomme Yohei Sushi, est situé dans le quartier Ryogoku et va fermer ses portes seulement en 1932. Et tout ça n'est que le début, bien sûr, parce que le procédé va être largement réutilisé. Oh que oui! À l'époque, conserver du poisson, même quelques heures, était une épreuve et la glace était chère, donc quasiment inaccessible. Pour ce qui est de l'anguille, des crevettes et des crustacés, ces derniers étaient cuits dans un bouillon. Quant au thon, bonite ou flétan, ils étaient plongés dans la sauce soya pendant quelques heures. Le poisson restait cru grâce au sel contenu dans la sauce. D'autres poissons sont venus rejoindre l'étal des sushis, comme le maquereau ou encore l'alose à gésier, qui est de la famille des haras. Ces derniers avaient un goût plus prononcé et étaient donc juste salés avec du vinaigre. Pour ce qui est du wasabi, il rejoint rapidement ce mets populaire. Il est souvent mis dans de vrais restaurants là, avec le poisson et le riz afin de rehausser le goût. Et si on parle du gingembre maintenant, il est plus présent pour se nettoyer la bouche entre chaque sushi pour en savourer toutes les saveurs. Les sushis sont donc devenus un incontournable de la cuisine japonaise, surtout en tant que fast-food, et ont aussi énormément évolué au niveau du Japon. Mais ils ne s'arrêtent pas aux frontières, oh que non. Les sushis vont conquérir le monde. Et forcément, ils vont s'adapter au goût des Occidentaux. Prenons un exemple. Le California Roll, une invention totalement américaine. Contrairement au maki, qui est un composé de poisson enrobé de riz vinaigré et serré dans une feuille de nori, son homologue américain intègre du poisson avocat ou concombre, ou les trois, entouré d'une feuille de nori puis de riz. Cette invention a pour père le chef cuisinier Ichiro Mashita, un cuisinier japonais installé en Californie. Afin de s'adapter au goût des Américains, il remplace le poisson cru par du crabe cuit, mais aussi de l'avocat, un fruit très apprécié dans ce coin de l'Amérique. De plus, l'idée est de cacher la feuille de nori par du riz parce que les Américains n'avaient pas l'habitude de manger des algues. Les traditionalistes n'apprécient pas trop ce type de maki, mais ce dernier devient de plus en plus populaire chez les jeunes Japonais. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de sushi. Le nigiri sushi, mais je reviens pas, là, j'en ai déjà parlé. Le maki sushi, plus communément appelé maki. Traditionnellement, il n'est composé que d'un seul ingrédient, hors riz et nori. On a ensuite le gunkang maki. C'est un lit de riz entouré d'une feuille de nori un peu plus grande qui sert de réceptacle à des œufs de poisson, du corail d'oursin ou encore du tartare de poisson. On a aussi le futomaki ou le sumomaki. Tout est dit dans son nom, là, parce que c'est un maki hors norme, disons-le comme ça. Passons maintenant au temaki sushi. Un cône d'algues farci de riz, de poisson, d'avocat, le tout saupoudré de graines de sésame doré. D'ailleurs, certains le considèrent comme un sandwich. On continue et dans la famille sushi, j'appelle inari. C'est une poche de tofu frit remplie de riz. C'est d'ailleurs le seul des sushis à ne pas avoir de poisson ou de légumes. Poursuivons avec le temari sushi, le petit frère du nigiri. Ici, on est plus dans une boule de riz roulée à la main et recouverte d'une tranche de poisson. C'est un plat familial adoré des enfants pour sa facilité de préparation. Encore un, le sashimi. Eh oui, c'est bien un sushi, enfin, dans la famille des sushis, là. Ce sont des tranches de poisson cru un peu plus épaisses, généralement servies sur un lit de daikon, le fameux radis blanc japonais. Bon, maintenant, promis, c'est le dernier, le egg roll. Il existe surtout pour plaire au plus grand nombre, car oui, la feuille de nori n'attire pas tout le monde. Ce sont des makis entourés d'une fine couche de tamagoyaki, une omelette japonaise, d'où le nom egg roll, parce que egg, c'est œuf, roll, c'est roulé. Vous avez compris si vous parlez anglais. Si vous ne parlez pas anglais, là, vous le savez. Bref, tout ça donne faim. Mais avant de conclure, il faut parler d'un incontournable, le saumon. Eh ouais. Et ce ne sont pas les Japonais qui l'ont mis dans les sushis. Oh,
que non. On parle ici d'une opération marketing, un peu comme les habits du Père Noël de chez Coca-Cola. Ouais. C'est un ministre de la Pêche dénommé Thor Listau, oui, il s'appelle Thor, là, fallait pas le faire chier, lui. Ben, à l'époque, il est dans le gouvernement norvégien en tant que ministre. Et à l'époque, du saumon, il y en a à la pelle et à revendre en Norvège. Ouais. Et parallèlement à ça, le Japon, lui, connaît une crise de stock de poissons, peut-être due à une mauvaise gestion des stocks, là, et doit répondre rapidement à cette crise-là en achetant des poissons. Ouais. Et les Japonais boudent le poisson, le saumon, parce qu'on le dit qu'il est trop maigre et trop terne face au magnifique thon. Mais malgré ça, 7 ans plus tard, le distributeur Nishirei craque et commande 5000 tonnes de saumon. Ouais, il n'est pas allé avec le dos de la main morte, comme on dit. C'est alors que Björn Erik Olsen, responsable du programme d'exportation du saumon, propose au Japon un prix symbolique à une seule condition, que le poisson ne soit utilisé que dans le sushi. Et le succès est au rendez-vous, à tel point que la Norvège double sa production pour satisfaire les besoins des Japonais. Donc, on comprend aisément que le sushi au saumon soit norvégien, exactement. D'ailleurs, en 2018, la Norvège produit plus de 29 000 tonnes de saumon uniquement pour le sushi. En 2025, le marché mondial du sushi devrait atteindre 22,5 milliards de dollars. À titre d'exemple, au Japon, le marché pèse 100 milliards de yens, soit 7 milliards d'euros. Aux États-Unis, il s'en vend pour 2 milliards de dollars. Et en France, on avoisine les 950 millions de dollars. Pour ce qui est du Canada, on n'a pas réussi à trouver de chiffres, mais la ville de Vancouver est au top 1 des villes où le sushi vit sa meilleure vie. Hors du Japon, bien sûr. Mais le sushi doit s'adapter aux autres pays. Par exemple, au Brésil, il prend les saveurs tropicales avec l'ajout de la mangue ou de l'ananas, accompagné de fromage frais pour adoucir le goût du poisson cru. En Afrique du Sud, c'est le sushi fusion, ce dernier étant garni de viande séchée ou enrobé de graines de sésame et de noix locales. En finir, en Australie, le sushi a été totalement réinventé. On y trouve des sushis garnis de viande de kangourou, où on peut aussi déguster des sushi burgers. Faut que j'essaye ça. Faut absolument que j'essaye ça. Allez, je vous en fais un petit dernier, là, disons un petit clin d'œil. Là. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet, sur le spam, là, parce qu'il existe aussi le spam musubi. Ouais, avec une tranche de spam et une feuille de nori. De nori, excusez. Vous irez voir, on a fait une vidéo complète sur le sujet. Le sushi a vraiment encore des beaux jours devant lui. Et vous? Maintenant, je veux savoir, comment vous le consommez? C'est lequel votre préféré? Puis surtout, est-ce qu'il y a un restaurant ou un endroit où vous le prenez? Je veux tout savoir, là, je l'avoue, j'adore les sushis, même ceux au saumon, ouais, mais j'ai un petit faible aussi pour les makis, mais ça n'engage que moi, bien sûr. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Jérémy, allez voir sa chaîne, tous les liens sont en dessous, comme d'ailleurs toutes les sources de la vidéo. Allez, à la prochaine, bye!